Supposez que les peuples d'Europe, au lieu de se défier les uns les autres, de se jalouser, de se haïr, se fussent aimés. Supposez qu'ils se fussent dit qu'avant même d'être français ou anglais ou allemand, on est homme. Et que, si les nations sont des patries, l'humanité est une famille. Et maintenant, cette somme de 128 milliards, si follement et si vainement dépensée par la défiance, faites-la dépenser par la confiance. Ces 128 milliards donnés à la haine, donnez-les à l'harmonie. Ces 128 milliards donnés à la guerre, donnez-les à la paix. Donnez-les au travail, à l'intelligence, à l'industrie, au commerce, à la navigation, à l'agriculture, aux sciences, aux arts et représentez-vous le résultat. Si, depuis 32 ans, cette gigantesque somme de 128 milliards avait été dépensée de cette façon, l'Amérique, de son côté et dans l'Europe, savez-vous ce qui serait arrivé? La face du monde serait changée. Les isthmes seraient coupés, les fleuves creusés, les montagnes percées, les chemins de fer couvriraient les 2 continents. La marine marchande du globe aurait centuplé. Il n'y aurait plus nulle part ni landes, ni jachères, ni marais. On bâtirait des villes là où il n'y a encore que des écueils. L'Asie serait rendue à la civilisation, l'Afrique serait rendue à l'homme. La richesse jaillirait de toutes parts, de toutes les veines du globe, sous le travail de tous les hommes, et la misère s'évanouirait. Et savez-vous ce qui s'évanouirait avec la misère? Les révolutions. Oui, la face du monde serait changée. Au lieu de se déchirer entre soi, on se répandrait pacifiquement sur l'univers. Au lieu de faire des révolutions, on ferait des colonies. Au lieu d'apporter la barbarie à la civilisation, on apporterait la civilisation à la barbarie. Voyez, messieurs, dans quel aveuglement la préoccupation de la guerre jette les nations et les gouvernants. Si les 128 milliards qui ont été donnés par l'Europe depuis 32 ans à la guerre qui n'existait pas avaient été donnés à la paix qui existait, disons-le et disons-le bien haut, on n'aurait rien vu en Europe de ce qu'on y voit en ce moment. Le continent, au lieu d'être un champ de bataille, serait un atelier. Et au lieu de ce spectacle douloureux et terrible, le Piémont abattu, Rome, la ville éternelle, livrée aux oscillations misérables de la politique humaine, la Hongrie et Venise qui se débattent héroïquement, la France inquiète, appauvrie et sombre, la misère, le deuil, la guerre civile, l'obscurité sur l'avenir. Au lieu de ce spectacle sinistre, nous aurions eu sous les yeux l'espérance, la joie, la bienveillance, l'effort de tous vers le bien-être commun, et nous verrions pourtant se dégager de la civilisation en travail le majestueux rayonnement de la concorde universelle. Chose digne de méditation, ce sont nos préoccupations contre la guerre qui ont amené les révolutions. On a tout fait, on a tout dépensé contre le péril imaginaire. On a aggravé ainsi la misère qui était le péril réel. On s'est fortifié contre un danger chimérique. On a vu les guerres qui ne venaient pas et l'on n'a pas vu les révolutions qui arrivaient. Messieurs, ne désespérons pas pour autant. Au contraire, espérons plus que jamais. Ne nous laissons pas effrayer par des commotions momentanées, secousses nécessaires, peut-être des grands enfantements. Ne soyons pas injustes pour les temps où nous vivons. Ne voyons pas notre époque autrement qu'elle n'est. C'est une prodigieuse et admirable époque après tout. Et le 19e siècle sera, disons-le hautement, la plus grande page de l'histoire. Comme je vous le rappelais tout à l'heure, tous les progrès s'y révèlent et s'y manifestent à la fois, les uns amenant les autres. Chute des animosités internationales, effacement des frontières sur la carte et des préjugés dans les cœurs, tendance à l'unité, adoucissement des mœurs,
élévation du niveau de l'enseignement et abaissement du niveau des pénalités, domination des langues les plus littéraires, c'est-à-dire les plus humaines. Tout se meut en même temps, économie politique, sciences, industrie, philosophie, législation, et converge au même but, la création du bien-être et de la bienveillance. C'est-à-dire, et c'est là pour ma part le but auquel je tendrai toujours, extinction de la misère au-dedans, extinction de la guerre au-dehors. Oui, je le dis en terminant, l'ère des révolutions se ferme, l'ère des améliorations commence. Le perfectionnement des peuples quitte la forme violente pour prendre la forme paisible. Le temps est venu où la providence va substituer à l'action désordonnée des agitateurs, l'action religieuse et calme des pacificateurs. Désormais, le but de la politique grande, de la politique vraie, le voici. Faire reconnaître toutes les nationalités, restaurer l'unité historique des peuples et rallier cette unité à la civilisation par la paix, élargir sans cesse le groupe civilisé, donner le bon exemple aux peuples encore barbares, substituer les arbitrages aux batailles. Enfin, et ceci résume tout, faire prononcer par la justice le dernier mot que l'ancien monde faisait prononcer par la force. Messieurs, je le dis en terminant, et que cette pensée nous encourage, ce n'est pas d'aujourd'hui que le genre humain est en marche dans cette voie providentielle. Dans notre vieille Europe, l'Angleterre a fait le premier pas, et par son exemple séculaire, elle a dit au peuple « Vous êtes libres ». La France a fait le second pas, et elle a dit au peuple « Vous êtes souverain ». Maintenant, faisons le troisième pas, et tous ensemble, France, Angleterre, Belgique, Allemagne, Italie, Europe, Amérique, disons au peuple, vous êtes frères.